Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, François Martin, géopolitologue, auteur de L'Ukraine, un basculement du monde et le temps des fractures. Bonjour. Bonjour Alexis, je crois que c'est la première fois qu'on se rencontre, ça fait plaisir, voilà. De même, merci beaucoup d'être avec nous. Alors l'actualité après une pause sur l'Ukraine, puisque la crise iranienne avait pris le devant de l'actualité, revient sur le devant de la scène. Cette nuit, une des frappes les plus importantes depuis le début de la guerre, plus de 550 drones et missiles russes sur l'Ukraine, de nombreux blessés et morts sont à déplorer. Une activité diplomatique intense. Emmanuel Macron a passé 2 heures au téléphone avec Vladimir Poutine. Donald Trump également s'est entretenu avec le président russe hier. Or, on voit que pour ce qui est des pourparlers de paix, tout ça semble s'éloigner de plus en plus. Quelle est la situation aujourd'hui, à la fois sur le front, mais aussi sur le front diplomatique ? Alors, je vais vous répondre, mais avant, sur la remarque concernant les frappes massives, je pense qu'il faut toujours se rappeler la différence entre les frappes russes qui sont dirigées directement et en général sur les sites militaires ou bien sur les sites énergétiques. Là, on voit qu'il y a 25 morts. Alors, on dit massive, un tir israélien sur un café a fait 80 morts. Donc, oui, on n'est pas c'est dans quotidien. le même registre. Bien sûr. C'est important de le préciser parce que on a tendance à dire que la Russie, on sait très bien que en fait la Russie tape très peu sur les civils. Ça, c'est important de le redresser. Mais bon, pour répondre à votre question, je dirais que si on met ça dans le contexte, et je pense que c'est toujours important de le dire, ce à quoi on assiste, c'est à l'assassinat progressif du proxy par son sponsor. C'est ça qu'on voit depuis le début, en fait. Moi, je dis depuis très longtemps que la Russie et les États-Unis ont un intérêt stratégique de rapprochement. D'une part, parce que Trump, même si des fois il fait pas mal de choses pour le cacher, est quand même l'instigateur et le patron d'un mouvement MAGA. Et MAGA, ça veut dire Make America Great Again, c'est-à-dire on s'occupe de l'Amérique et on s'occupe pas des guerres, de la lessiveuse, comme dit Kennedy Jr., etc., etc. Donc, son intérêt, c'est d'arrêter les guerres et de se rapprocher et de faire du commerce. Et c'est aussi l'intérêt des Russes, parce que les Russes n'ont pas intérêt, s'il y a une conflagration entre les États-Unis et la Chine, d'être entraînés obligatoirement dans le maelstrom côté iranien. Donc, c'est une opportunité pour lui aussi. Donc, c'est ça qui a motivé le fait qu'ils se sont rapprochés, qu'ils se sont parlé, qu'ils se parlent régulièrement, etc. Et je dis que Trump a été assez malin pour présenter, disons, pour réduire, c'est assez incroyable d'ailleurs quand on y réfléchit, une situation qui est purement géopolitique, la ramener à une situation locale. C'est-à-dire que l'instigateur du conflit, c'est quand même lui. Enfin, c'est quand même les États-Unis qui, dans le cadre... 2014, c'était avant son mandat. On va parler du Maïdan. Oui, bien sûr. Les origines on est tout à fait d'accord. Avant son mandat. Mais maintenant, il en arrive à dire à Zelensky et à essayer de faire le monsieur bons offices entre Trump, entre Zelensky et Poutine en disant... Poutine fait n'importe quoi, vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord, alors qu'il est lui-même le sponsor et le financeur de l'un des deux. Donc, il y a quand même un changement de présentation des choses qui est, je dirais, une façon pour Trump de changer la façon des choses qui est assez remarquable. Donc, mais il y a quand même, Donald Trump a été fait progressivement pour trahir le proxy ukrainien. Alors, oui, mais justement, c'est la critique qui est faite vis-à-vis de Trump. Lui disait, en 24 heures, moi je vais le résoudre, ce conflit. On voit qu'il peine à arriver à une solution d'accord de paix, et pourtant il a essayé. Il a reçu Zelensky à la Maison-Blanche. On se rappelle de cette scène. Il a essayé de faire en sorte qu'il y ait des accords de paix et des discussions qui soient engagées. Or là, il y avait presque un aveu d'échec en disant oui, c'est vrai, j'ai pas réussi en 24 heures et là, ça devient compliqué avec le risque que, effectivement, les États-Unis se désintéressent totalement du dossier et laissent le dossier aux Européens.
C'est l'objectif de toute façon. Ouais. Je dirais pas qu'il a du mal et que c'est difficile. Je dirais que l'objectif aujourd'hui, dans le cadre de ce rapprochement qui est, à mon avis, inéluctable parce qu'il correspond stratégiquement autant aux intérêts des Russes qu'aux intérêts des Américains, l'important pour les États-Unis, c'est de sauver la face de Trump pour qu'il n'ait pas l'air de celui qui brade tout, alors que de toute façon, il n'a pas les cartes, ni sur le plan militaire, ni sur le plan stratégique, il maîtrise pas l'hypersonique. De toute façon, il sait qu'il faudra qu'il donne tout. Donc l'important, c'est qu'il donne pas du grain à moudre à ses ennemis qui vont lui dire tu es un traître, tu as tout lâché, etc. Alors qu'il lâchera tout au bout du compte. On le sait depuis le début, puisque les Russes tiennent tous les éléments du dossier. Donc, je dis depuis longtemps que dans ce dossier, il n'a pas de bâton, il a que des carottes. Ouais. Alors, les carottes, c'est très bien, c'est intéressant, mais c'est intéressant une fois que le conflit est fini. Donc, au début, on a essayé de faire pression sur Poutine en disant ah ben oui, t'acceptes pas un cessez-le-feu, alors que Poutine avait dit depuis des années qu'il s'était fait couillonner par les accords de Minsk et qu'il voulait pas de cessez-le-feu avant la paix. Le cessez-le-feu, c'est après et pas avant. On a essayé de monter une campagne contre lui, comme si on espérait pouvoir obtenir de Poutine quelque chose par la pression diplomatique et médiatique à l'Ouest. Ça n'avait aucune chance de marcher. Donc, pour moi, c'était même quelque chose qui ne servait qu'à une chose, c'est à sauver la face des Occidentaux, aussi bien des Européens que des Américains, pour dire, voyez, on se bat, on veut obtenir quelque chose, on se laisse pas faire. Enfin, c'est pour moi, dès le début, cette affaire est largement une affaire de posture à l'Ouest. Mais est-ce que ça veut dire, par rapport à cette posture, est-ce que ça veut dire que dans les chancelleries, on sait que là, c'est très mauvais pour l'Ukraine, la situation est de plus en plus dégradée, mais on ne veut pas le dire, et parce que qu'est-ce qu'on attend en fait? Davantage d'armes, des livraisons, une offensive ukrainienne cet été. Pourquoi personne ne dit bon là, ça commence à devenir extrêmement délicat pour les troupes ukrainiennes, la population ukrainienne, 1 million d'hommes ukrainiens qui ont été tués ou mutilés. Qu'est-ce qu'on attend pour arrêter? On attend, c'est toujours l'intérêt de la posture. Je dirais qu'on attend deux choses. Et là, il faut différencier les Occidentaux européens et les Occidentaux américains, si on peut dire. Du point de vue des Américains, comme je l'ai dit, je pense que Trump veut qu'on lui sauve la face. C'est pour ça que par ailleurs, il fait du MAGA, il fait du grandiose, il fait etc. Pour que, je dirais, non pas transformer la défaite en victoire, mais faire en sorte d'assumer la défaite sans assumer la honte de la défaite. Comme le général de Gaulle a fait avec ses colonies. Alors, c'est la liberté avec la France ou contre la France, Et tout le monde dit oui, oui, papa, oui, oui, papa. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bazardé l'héritage. Bon, mais il n'a pas assumé la honte de la défaite. Mais il a assumé la défaite et c'est passé. Et ben là, Trump essaye de faire la même chose. Ça, c'est la stratégie Trump, à mon avis. La stratégie européenne, elle est différente. Là, on a affaire à des gens qui sont des progressistes, qui détestent profondément aussi bien Trump d'un côté que Poutine de l'autre. Donc, ils se trouvent au sein d'une guerre entre progressisme et conservatisme, dans lequel ils sont les alliés de ceux aux États-Unis qui viennent de se faire casser la figure par Trump au moment des élections présidentielles. Je dirais qu'ils ont fait le choix de leurs anciens alliés et ils espèrent qu'en mettant des croche-pattes à Trump, ils vont arriver à le faire tomber ou à le couler. Je pense que c'est ça la stratégie. Alors là-dedans, et je vais finir là, Macron essaye d'être un peu plus subtil, ou bien il chante sur la Palestine quand il a vu que ça commençait à devenir que la Palestine était incontournable. Il a dit bon ben, il n'a pas dit vive la Palestine, mais il faut sauver les Palestiniens. Mais maintenant qu'il a eu l'impression que sur le dossier iranien les États-Unis avaient le dessus, ce qui en fait n'est pas le cas, mais il a eu l'impression. Après, maintenant, il revient en arrière et il annule. Et là, il s'est dit bon,
je peux pas rester contre Poutine dans cette situation maximaliste. Donc, je vais aller lui faire la causette après lui avoir demandé pardon pour m'être moqué de lui. Eh bien, on va marquer une courte pause et parler dans un instant avec vous, François Martin, justement de la position diplomatique de la France dans ce conflit en Ukraine et de l'Union européenne, avec bien sûr ce coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Par Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec François Martin, géopolitologue, autour de l'Ukraine, un basculement du monde et le temps des fractures, pour parler bien sûr de ce conflit en Ukraine. Avant la pause, on parlait de ce coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. 2 heures qu'ils ont passées au téléphone, qu'ont-ils bien pu se dire ? Bon, je dirais que Macron, s'il pouvait passer 2 heures avec les Martiens au moment où ils arrivent sur Terre, il le ferait et il s'arrangerait pour essayer d'être le premier. Donc, je dirais que il doit besoin médiatiquement d'exister autant et d'autant plus qu'il n'existe pas en réalité ni sur le plan intérieur ni sur le plan international. Donc, je dirais que la démarche de Macron me paraît Vous pensez que la diplomatie française aujourd'hui, elle est effacée de tous les dossiers urgents, que ce soit la Palestine, l'Iran ou l'Ukraine ? Bon, totalement. Où est-ce qu'on compte ? Alors pourquoi est-ce que Poutine le prend ? Parce que malgré tout, la France est membre du Conseil de sécurité, est une puissance nucléaire, donc on peut pas, être fâché avec la France définitivement, d'une part, et puis d'autre part, c'est toujours l'objectif de Poutine de laisser les portes ouvertes et des ponts avec l'Ouest, parce que c'est un Européen, on oublie toujours ça. C'est pas parce qu'il s'est mis du côté de la Chine aujourd'hui, parce qu'il faisait face à un conflit contre l'Occident global, je dirais que pour autant, il pense pas toujours à revenir dans la mesure du possible. Et son objectif au bout du compte, c'est de lever les sanctions et puis d'aller refaire du commerce avec les puissances occidentales. Donc il le fait. Mais justement là-dessus, les sanctions, on a l'impression que du côté des États-Unis, Trump ne veut plus entendre parler de sanctions. Il veut accélérer la reprise des relations économiques et diplomatiques avec la Russie. Du côté des Européens, 18e paquet de sanctions, et on continue avec la flotte fantôme des navires pétroliers, avec les sanctions qui s'accumulent, le prix de l'énergie qui continue d'augmenter. Quel est l'intérêt aujourd'hui des Européens de continuer ces sanctions ? Est-ce qu'elles sont efficaces finalement, ou bien est-ce que là il y a une erreur stratégique ? À mon avis, elle n'a aucun sens sur le plan géopolitique. Le sens de l'histoire, c'est bien celui que Trump essaye de monter maladroitement, je dirais, mais essaye de construire en arrêtant cette guerre. Par contre, dans un sens, je dirais, géoculturel, c'est-à-dire dans le cadre d'une guerre intestine entre démocrates et conservateurs américains, le fait qu'ils jouent le jeu des démocrates fait que cette opposition à Trump a un sens. Ils font pas ça contre la Russie, ils font ça contre Trump. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre, à mon avis. Parce que s'ils regardaient la Russie, bien entendu, c'est à eux, ils seraient d'ailleurs malins de se précipiter à Moscou dès qu'ils peuvent pour griller la politesse à Trump. Parce que Trump, ce qu'il cherche, là, il commence avec Zelensky, je t'aime et puis je t'aime plus, il le met dehors, après je t'aime quand même, après j'interromps en mars les livraisons, et puis je les remets, puis maintenant j'interromps, et puis maintenant j'ai plus d'armes, et puis ça va se terminer, j'ai plus rien du tout, et je t'aime plus du tout. Et à ce moment-là, Zelensky va tomber en quelques semaines. Et ça va se terminer, à un moment donné, il va dire, on vous interrompt la couverture satellitaire, et parce que vous pensez que sans les États-Unis, l'Europe seule ne peut pas soutenir l'effort de guerre ukrainien ? C'est impossible ? Impossible, totalement impossible. Totalement impossible. On n'a pas les moyens. Économiquement parlant, on n'a pas les moyens. Sur le plan des armes, on n'a pas les moyens. Sur le plan des finances, on n'a pas les moyens. Et on ne va pas envoyer des soldats sur place. Donc, pour moi,
C'est de la posture, vrai que... et puis c'est une façon d'essayer de solidifier. Vous remarquerez que ceux qui sont les plus pushing, pour employer ce mot anglais dans cette affaire, c'est ceux qui sont les plus mal élus. C'est-à-dire le français, l'anglais, l'allemand. C'est ceux-là qui poussent. Ils ont besoin d'hystériser leur population dans la mesure du possible pour essayer de conserver leur pouvoir. Ça sert aussi à ça. Et ce n'est pas la moindre de leurs motivations, à mon avis. D'ailleurs, Emmanuel Macron, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et Merz, le chancelier allemand, vont faire une réunion des pays volontaires le 10 juillet, ils l'ont annoncé aujourd'hui à Londres, pour assurer les capacités de combat à l'Ukraine. Donc ils continuent sur cette ligne-là. Les pays volontaires, c'est seulement ces 3 pays, France, Allemagne et Grande-Bretagne ? Et de plus en plus, ça va être ça. Et comme vous voyez, on pratique-le en même temps parce que on va parler 2 heures avec Poutine. Alors je suppose que c'est pas 2 heures pour lui dire espèce de salopard, je te déteste, etc. C'est pour lui parler de l'Iran également, mais certainement évidemment de l'Ukraine. Parce que le communiqué français, semble-t-il, a insisté sur l'Iran et comment dire, le comité russe, lui, semble-t-il, a insisté plutôt sur l'Ukraine. Donc, c'est bien pour parler de l'Ukraine. Je pense que la situation de l'Ukraine, aujourd'hui, ne fait plus aucun doute pour personne. Surtout au moment où il est manifeste que les Occidentaux n'ont plus les patriotes et où les Américains essayent de se concentrer pour livrer ce qu'ils peuvent encore et qui n'a pas été détruit pour le conserver pour leur allié israélien. Donc, pour moi, on assiste en direct au sacrifice de Zelensky, quand même. C'est ça pour vous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment une fin de partie pour Zelensky, c'est ce que vous pensez ? Je le pense depuis longtemps. Je pense qu'il n'a pas d'avenir géopolitique dans sa guerre. Il n'avait aucune chance de la gagner depuis longtemps. On s'est trompé sur le type de guerre que font les Russes parce que moi, c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre, L'Ukraine, un basculement du monde, parce que dès le début, et d'ailleurs André m'avait reçu et je lui avais dit on va perdre cette guerre. Et il m'avait dit pourquoi. J'ai dit il y a deux choses. La première, c'est que les Russes, il y avait Jacques Beau qui était là aussi, les Russes tirent 10 fois plus que les Ukrainiens. Quand les Ukrainiens tirent 4000 obus par jour, les Russes en tirent 40 000. Donc, c'était Tyson contre un petit gringalet de 18 ans. Justement, c'est pour ça que les pays de l'OTAN sont venus en aide, que l'UE est arrivée, les États-Unis aussi, pour essayer de faire en sorte que les Ukrainiens aient des capacités. Et ça a marché. Enfin, la conquête russe des territoires a pris plus de temps que prévu, on peut dire quand même. Bien sûr. Alors ça, c'est l'autre raison, à mon avis, c'est que si vous voulez... D'abord, la méthode russe n'est pas une méthode de blitzkrieg, on oublie toujours ça. Ce sont des gens qui jouent aux échecs. Ils ont utilisé la méthode d'attrition. Alors, je vais utiliser une image qui est un peu drôle. On m'a raconté une fois que quand les hérissons rentrent dans les poulaillers pour attraper les poules, ils les attrapent par le croupion et ils les bouffent, ils les aspirent de l'intérieur. Et on retrouve au matin la peau, les os et les plumes. Alors c'est horrible. C'est horrible, alors, effectivement. J'ai vérifié pour savoir si c'était vrai. Je ne savais pas que les hérissons étaient de tels psychopathes. C'est monstrueux. Vous me changez totalement l'image du hérisson là. Moi je trouvais que c'était mignon là. C'est des vampires, c'est monstrueux. Alors voilà. Alors j'ai vérifié pour savoir si c'était vrai ou faux. Et j'ai vu que les rats avaient coutume de faire ça, mais ils parlaient pas des hérissons. Ah, vous me rassurez. Si les rats le font, vous me rassurez. C'est possible que les hérissons le fassent. Mais non, pas les hérissons. Enfin, non, impossible. Enfin, c'est pour dire que c'est ça la méthode russe. Ouais. C'est de bouffer, ils bouffent l'Occident, regardez. Épuiser les ressources, épuiser les économies, mais quand même, côté russe, Vladimir Poutine a annoncé il y a quelques jours que il va baisser les dépenses en matière de défense à partir de l'année prochaine. Qu'est-ce que ça signifie, cette déclaration ? Je pense qu'il considère qu'il est au bout de l'affaire et que cette année, ça sera finalisé. D'ailleurs, si Trump est en train de dire qu'il veut plus envoyer d'armes parce qu'il les envoie sur le Moyen-Orient, ça veut dire qu'il liquide le truc. Donc, et au le moment venu, Poutine dira écoutez, ce que je vous avais demandé au début, finalement, ça a mis un peu plus de temps, mais je vous avais dit je voulais les 4 oblasts, je voulais la Crimée,
voulais la démilitarisation, je voulais la dénazification et la confirmation que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Ouais. Quand on me donnera ces conditions, j'accepterai de discuter. Ouais, mais c'est bien ce qui fait que ça dure. Et entre-temps, il y aurait eu quand même quelques centaines de milliers de morts, malheureusement. On va marquer une courte pause et revenir avec vous pour parler de ce conflit tragique en Ukraine avec vous, François Martin. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Notre invité, François Martin, géopolitologue, auteur de l'Ukraine, un basculement du monde, pour parler bien sûr de cette guerre en Ukraine. On parlait bien sûr du prix humain et maintenant des discussions de paix difficiles mais engagées, visiblement. Une question néanmoins sur l'OTAN. On a vu le sommet de l'OTAN à La Haye il y a quelques jours avec là encore, une victoire diplomatique de Trump qui a été reçue comme l'empereur. Tout était fait pour qu'il soit heureux. Et lui était heureux de demander 5% de dépenses de défense aux pays européens qui ont accepté, alors même que beaucoup de ces pays qui sont comme la France dans une situation économique délicate, endettés, et vont avoir du mal de trouver ces milliards supplémentaires nécessaires pour arriver aux 5% de l'OTAN. Alors, c'était atroce de voir ça. Moi, en tant que Français, mon cœur a saigné en voyant ça. Tous ces pays qui se sont dit, comme je l'ai dit, on va jouer sur nos anciennes alliances démocrates dans le dos de Trump pour l'embêter, etc., etc. Au moment où on voit que Trump a réussi, je dirais, à organiser les choses progressivement pour mettre en scène la trahison de son propre proxy, donc que la guerre est perdue, à ce moment-là, on baisse la tête, on lui dit Trump, alors oui, c'est toi, t'es le grand chef, Daddy, comme dit c'est terrible. Le secrétaire général de l'OTAN. Daddy, non mais ouais, c'était gênant. Alors, ceci dit, moi, je crois pas beaucoup au fait qu'on va effectivement développer au-delà des... je dirais des intentions, je le crois pas. Parce que je suis pas sûr que mon idée est partagée par tout le monde, mais je le crois pas. Je vois pas comment stratégiquement Trump peut arriver à un moment donné à dire je me suis réconcilié totalement avec la Russie, les affaires sont finies, et à convaincre tous ceux qui, dans son camp et ses financiers, étaient ceux qui gagnaient beaucoup d'argent sur la guerre. Et il leur a dit, vous gagnerez encore plus d'argent avec la paix, donc on ira investir, etc. Donc il lui faut véritablement une vraie paix, que en même temps, il dira aux Européens, c'est la menace, vous n'avez pas le droit, il faut vous armer, etc., etc. C'est l'ennemi. Ça tiendra pas à terme. On comprend très bien. Pourquoi le fait-il ? Parce qu'il a un os à ronger qui doit donner à ces lobbies militaro-industriels et qui leur dit je vais aller botter les fesses de tous ces petits crétins européens pour que vous puissiez ensuite les bourrer d'armes. C'est ça qu'il veut faire. Mais une fois que ça sera fait dans le temps, l'OTAN tiendra pas. Mais Trump avait déjà dit qu'il n'en voulait pas, l'OTAN. Il le dit depuis des années. Donc ça va tomber. Oui, mais ça a changé. Macron disait aussi que l'OTAN était en mort cérébrale en 2018. Tout ça a beaucoup changé depuis 2020. L'OTAN n'était pas en mort cérébrale. Elle attendait son client suivant. Elle est finie, le client, comment ça s'appelle l'ancienne guerre Afghanistan, l'Afghan, elle attendait l'ouverture de la nouvelle boutique qui s'appelait Zelensky. Donc l'OTAN n'était pas du tout en mort cérébrale, je ne l'ai jamais pensé une seconde. Par contre, je pense que Trump, dans la stratégie de Trump, qui vise à faire du commerce, à partir d'une puissance américaine restaurée avec son industrie, etc., ce qui ne sera pas facile à faire. Il n'a pas besoin de l'OTAN. Je pense qu'une des choses qu'il déteste le plus, c'est les milliers de militaires et de généraux galonnés qui s'engraissent sans jamais faire la guerre. Il flanquera ça par terre. Pourtant, il a augmenté son budget militaire, mais un jour il va le diminuer. J'en suis certain. C'est pas le cas. Aujourd'hui, les États-Unis sont loin devant en termes de dépenses militaires. Ils sont vraiment. Tout à fait. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et il y a quand même. Il aura fait la paix partout.
parce que aujourd'hui, on se fait aspirer par la poule occidentale se fait manger par le hérisson russe. Mais je vois arriver le nouveau hérisson iranien. Hein. On n'a pas le temps d'en parler, mais si vous on aura le temps, bien sûr. Ça, c'est exactement la même stratégie. Oui. Alors, mais avant de passer à l'Iran, on a vu Mark Rutte, le patron de l'OTAN, qui agite le spectre d'une attaque russe sous 5 ans, où la Russie serait en capacité d'attaquer un pays membre de l'OTAN. Sur quelle réalité se basent ces déclarations ? Alexis, et qui de vous, de moi ou de n'importe qui peut déjà dire ce qui va se passer la semaine prochaine ? Personne. Mais l'OTAN, visiblement. On va dire ce qui va se passer dans 5 ans. Ouais. Qui va dire ça ? Donc, c'est de la posture, encore une fois. Je dirais que dans la politique, il y a toujours 50% de posture. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a 90%. Alors, voilà. Au-delà de la posture, il y a quand même le retour des mines antipersonnelles sur le territoire européen. L'Ukraine, c'est l'équivalent d'un pays en termes de mètres carrés qui a été miné sur le territoire ukrainien. L'Ukraine qui sort d'ailleurs des traités, alors que c'est interdit en période de guerre, qui a reçu des mines américaines, la Pologne qui aussi a déposé des mines, et tous les pays frontaliers avec la Russie qui sont en train de miner la frontière aussi. Qu'est-ce que ça signifie, ce retour des mines antipersonnelles ? Est-ce qu'on est en train de faire un nouveau rideau de fer en Europe ? Écoutez, c'est une folie totale. Je ne connaissais pas ce détail sur les mines particulières, mais c'est une folie totale. Je veux dire, tout le monde sait que la Russie est européenne et nous le sommes aussi. Il y a toujours la question de dire c'est l'Eurasie. Retourner un jour en Russie et faire en sorte que la Russie travaille avec nous, je dirais, c'est autant dans la nature des choses que de faire en sorte qu'un jour l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest se rejoignent. Enfin, ça n'a pas de sens. Oui, mais visiblement, ça n'a pas de sens. Ça va prendre beaucoup de temps, puisque on a toujours cette coalition des volontaires qui veut continuer de cette façon-là, l'OTAN qui veut continuer de cette façon-là, puisque la menace russe permet de pousser les Européens à s'armer davantage, à dépenser davantage en termes d'armement. Est-ce qu'il n'y a pas là un basculement où les Européens voient finalement une menace existentielle dans la défaite en Ukraine ? Non, je ne pense pas. Par contre, alors il y a une autre chose dont en général on ne parle pas et qui, à mon avis, on devrait animer beaucoup plus. Moi, je suis persuadé que Zelensky est persuadé qu'il n'a pas d'avenir géopolitique, qu'il n'a pas d'avenir politique et qu'il n'a pas d'avenir militaire. Par contre, il a un grand avenir mafieux. Ça, c'est certain. Mais pourquoi vous dites ça ? On dit que 50% de l'aide est détournée. Moi, je serais Zelensky, si la guerre peut durer 3 mois de plus ou 6 mois de plus, je continuerai, même si j'ai pas d'intérêt, même si je peux pas espérer m'en sortir. Et je suis persuadé, j'ai fait du commerce pendant 40 ans, donc j'ai pas vendu des armes, moi j'ai vendu des produits alimentaires, et je sais comment ça se passe dans les armes, c'est un des domaines où les commissions sont les plus importantes. Oui. Et quand vous avez des commissions, vous avez des rétro-commissions, forcément, parce qu'une partie de l'argent remonte. Je suis persuadé qu'il y a un certain nombre de ces dirigeants ou de leurs proches ou de sociétés dans lesquelles ils sont ou avec lesquelles ils travaillent, etc., où tout le monde se fait énormément d'argent avec ça. C'est ce que Kennedy Junior appelle la lessiveuse. Donc, et celui qui alimente la lessiveuse et qui en est en même temps le directeur commercial en chef, c'est Zelensky. Oui, il est aidé quand même par Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, qui veut 800 milliards de dépenses en matière de défense, qui promet toujours plus de milliards de la part des Européens pour l'Ukraine, sans aucun contrôle. Là encore, une question, Zelensky qui disait « j'ai pas reçu l'intégralité de l'aide », et de l'autre côté, un Donald Trump qui ne cherche pas à savoir où est passée la part manquante. C'est étonnant quand même. Oui, c'est de la part. Je dirais c'est tout l'aspect noir où moi j'ai travaillé le pays que j'ai voyagé où j'ai voyagé le plus dans mes 40 ans, c'est le Nigeria. Donc j'ai vu, je peux vous dire, toutes les saloperies possibles et imaginables, et le pire du pire,
c'est les questions financières et la corruption. Donc voilà. Donc personne, aucun journaliste d'investigation n'a véritablement fait un travail. Enfin, moi, j'ai fait un chapitre de mon livre sur la corruption, mais j'ai vu personne vraiment étudier cette face noire du dossier. Pourtant, il y a des affaires qui sortent, bien sûr, parce que l'Ukraine était un des pays les plus corrompus en Europe avant le déclenchement de ce conflit, et les problèmes de corruption sont toujours là. On a vu des hauts responsables qui ont été démis de leurs fonctions parce que cette corruption continue, et c'est vrai que c'est un sujet qui est traité, mais pas au premier plan. Pas assez. Et la guerre, comme on le sait, est un pays qui appauvrit 95% des gens et qui enrichit, c'est ce qui enrichit le plus et le plus vite la petite nomenclatura qui est au pouvoir et autour du pouvoir. C'est bien connu, ça. Donc je pense que cet élément joue beaucoup dans la poursuite de la guerre. Je dirais que tant que Zelensky peut espérer tirer de l'argent, ou aux États-Unis ou en Europe, il va continuer, les oligarques vont le suivre, et le jour où le robinet européen sera fermé, soit parce qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui seront dit c'est plus la peine de continuer, ou parce que les peuples vont les pousser en leur disant si vous continuez comme ça, on vous fout dehors. Ce jour-là, Zelensky a intérêt à prendre sa brosse à dents et son billet d'avion et à foutre le camp vite fait avant que les oligarques qui sont autour de lui n'aillent le vendre aux Russes en leur promettant qu'ils lui livrent dans une petite valise. Bon, pour le moment, c'est pas le cas, effectivement, mais il y a toujours cette question du cessez-le-feu. Aujourd'hui, un cessez-le-feu n'est pas envisageable. Non, parce que Poutine n'en veut pas, tout simplement. On a essayé de le pousser à faire un cessez-le-feu, mais si le cessez-le-feu, ça sert à ce que son adversaire se réarme purement et simplement pour faire durer le plaisir, comme ça a été fait en 2014 et en 2015, il n'acceptera pas. Donc lui, il ira jusqu'au bout de ses options, et si en face il y a personne qui discute et qui veut discuter, il continuera jusqu'à Odessa. Et il l'a dit très clairement. Donc lui, je dirais qu'il a son bulldozer, il est aux commandes de son truc, il avance de quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres par jour, en essayant de pas trop gaspiller ses forces. Et puis il est sûr de son coup. Encore une fois, en face, il y a pas de bâton. Où ils sont les bâtons? Mais justement, oui. Pourquoi il n'y a pas de bâton? Pourquoi les États-Unis jouent à soutenir et puis ne pas soutenir l'Ukraine? Quel est l'intérêt immédiat, en fait? C'est parce qu'ils sont passés à autre chose? Aujourd'hui, ils se sont dit on a fait suffisamment d'argent. Ils sont passés à autre chose parce qu'on est, comme je reviens à l'histoire du hérisson, ils sont passés à autre chose parce qu'il n'y a plus d'armes. Il n'y a plus de patriotes, il n'y a plus d'armes à livrer. Voilà, c'est ça le problème. Eux, en face, les Russes ont une industrie qui est une industrie nationale, qui fabrique des choses pas chères et tout ce qu'il faut avec très peu, avec un échantillon. Moi, je suis pas un spécialiste du militaire, mais quand on écoute les militaires avec un échantillonnage qui est assez limité, donc facile à corriger, facile à réparer, etc. Et en face, c'est complètement disparate avec des missiles américains, des français, des chars allemands, etc. Une coalition avec à chaque fois il faut des centaines et des centaines d'ateliers de type pour réparer ci ou ça. L'Ukraine ne peut pas gagner avec ça. Aujourd'hui, c'est ça, bien sûr. Alors beaucoup de déclarations, et c'est pour ça qu'on cherche quand même un cessez-le-feu. Ouais. On va marquer une courte pause et se retrouver pour la fin de l'émission pour parler de l'Iran, justement, qui est l'autre dossier important qui fait qu'il y a ce rapprochement aussi stratégique entre les États-Unis et la Russie. Et on va reprendre les questions avec vous, François Martin. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
François Martin, notre invité, géopolitologue, auteur de l'Ukraine, un basculement du monde. Alors, il y a encore beaucoup d'annonces aujourd'hui, à la fois un coup de téléphone entre Trump et Zelensky qui est attendu, Macron qui a parlé à Trump également, des annonces sur la Russie qui explique que visiblement rien ne sera obtenu par la voie diplomatique. Est-ce qu'il y a une accélération là vraiment ces derniers jours? Y a-t-il eu un changement aussi sur la ligne de front pour qu'on en arrive à ces coups de fil de partout entre les leaders internationaux? Oui, je crois que votre remarque est juste. Je pense que tout le monde sent qu'on arrive à la fin. Et surtout, je pense que les Américains ont montré, enfin ils montrent, qu'ils ont plus de quoi tenir les deux conflits, le conflit du Moyen-Orient et le conflit ukrainien en même temps, parce qu'ils n'ont pas assez d'armes en particulier. Ouais, ils ont besoin de se recentrer. Donc là, Trump a aussi, je dirais, une raison stratégique pour expliquer à ses soutiens intérieurs et à ses adversaires également de l'intérieur pourquoi il est obligé de liquider l'Ukraine. Ce que je pense qui a été son objectif depuis le début et chercher, comme je l'ai dit, des façons de le faire en se sauvant la face. Et je pense que c'est ça l'objectif. Donc tout le monde sent qu'on arrive au bout. Les Russes mettent le paquet dans la perspective peut-être d'une grande offensive cet été. On est en train de couper les soutiens et les armes à Zelensky. S'il n'a plus de patriotes, il peut plus rien protéger. Mais bon, un patriote, ça coûte quand même 4 millions d'euros le missile. Donc c'est extrêmement cher. Les Allemands, Merz a expliqué que les Allemands étaient prêts à acheter quand même. Le chancelier allemand a annoncé aujourd'hui que les Allemands étaient prêts à acheter des patriotes aux Américains pour les fournir ensuite aux Ukrainiens, quand même. Oui, mais le problème, c'est que les Américains eux-mêmes n'en ont pas assez pour eux-mêmes et pour Israël. Et Israël vient de se faire, le dôme de fer vient de se faire défoncer complètement par l'Iran, et on va en parler. Et aujourd'hui, s'ils ont besoin de refaire le dôme de fer, d'abord ça va prendre du temps, et puis surtout il faut des missiles. Et aujourd'hui, l'Occident n'est pas organisé pour faire fabriquer des armes très sophistiquées en grande quantité. On a en face de nous, aussi bien en Russie qu'en Iran, des gens qui utilisent et qui fabriquent les armes dont ils ont besoin en énorme quantité et à prix bas. Et nous, dans ce genre de guerre, on n'est pas équipés. C'est ça notre problème. Ouais, on a misé sur la haute technologie plutôt que sur la quantité, la qualité plutôt que la quantité. On a misé sur des entreprises privées. Donc des entreprises privées pour pouvoir leur dire fabriquez, allez-y, investissez, faites des lignes, fabriquez en grosse quantité, décuplez les lignes. Il faut pouvoir leur dire on vous garantit 10 ans de guerre. C'est compliqué. Avec un cahier des charges, et eux ils disent attendez, écrivez-le nous. L'OTAN est un peu là pour ça, effectivement. Alors sur l'Iran, on a vu effectivement ces derniers jours l'attaque préventive israélienne contre les installations nucléaires iraniennes, avec toujours cette idée que l'Iran était à quelques jours, quelques semaines, quelques heures de la bombe nucléaire. Quelques minutes même, absolument, et ça depuis 1993. Réponse de l'Iran, évidemment, avec une salve de missiles. Guerre des 12 jours, Donald Trump qui siffle la fin des hostilités en envoyant les bombardiers B-2 avec des bombes anti-bunker pour, là encore, cibler les installations nucléaires qui avaient été visiblement vidées des contenus radioactifs, puisqu'il n'y a pas eu de hausse de radioactivité dans les sites bombardés. Est-ce que c'était du théâtre? Est-ce qu'à un moment, les deux co-belligérants se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les moyens de continuer? Et là, encore une fois, quel est le rôle de Donald Trump dans ce dossier iranien? Alors, c'était tout à fait du théâtre, à mon avis. Je pense que l'attaque de Netanyahou du départ n'était pas du tout du théâtre. Elle n'était pas motivée par l'inquiétude d'un danger iranien, parce que tout le monde sait depuis des années que l'Iran n'a pas de programme militaire. Et là-dedans, ils en veulent beaucoup à Grossi d'avoir essayer de faire croire que, tout en essayant de se justifier après en disant bah non, en fait pas du tout, et à mon avis Grossi s'est fusillé complètement, mais disons que
Netanyahou, à mon avis, l'a fait pour deux raisons. La première, c'est qu'il est dans un système d'une pyramide de Ponzi politique, et comme il est en train de perdre militairement sur le dossier de Gaza, puisque les militaires ont reconnu eux-mêmes qu'ils étaient au bout du processus militaire, en juin, ils ont perdu 20 soldats. Donc, ils ne peuvent pas avoir 20 soldats tous les mois, et puis 75% des 800 km de tunnels n'ont pas été trouvés. Et je rappelle que 40% des soldats du contingent qui sont censés aller à Gaza, le samedi soir, ne rejoignent pas leur baraquement. 40%. Donc, la situation de l'armée de Tsahal est catastrophique. Donc, d'où les bombardements aussi. Une pyramide de Ponzi politique. On va trouver un autre truc. Et l'autre chose dont on parle pas, mais je pense qu'il est très importante, c'est que Netanyahou s'est rendu compte qu'il était en train de se faire zélinskiser. C'est-à-dire que Trump était en train de chercher un accord politique séparé avec ses adversaires. Et après, il leur a dit, t'es incapable de résoudre ton problème, t'as plus les cartes, je paye plus. Donc, il y avait une entreprise de délégitimation diplomatique et politique de Netanyahou qui était organisée par Trump. C'est clair. Est-ce qu'il n'y a pas un débat, la même chose avec les Houthis. Est-ce qu'il n'y a pas un débat aussi au sein de l'appareil d'État américain sur la question redondante du changement de régime en Iran? L'idée de Netanyahou, c'était aussi de provoquer et d'accélérer ce changement de régime en montrant que aujourd'hui les mollahs n'étaient pas en position de force et qu'il suffisait de pas grand-chose pour refaire ce qu'avaient fait les États-Unis en Irak, par exemple. Bien sûr qu'il y avait ça, mais c'est du rêve. Et je pense que Netanyahou le savait parfaitement aussi. Pourquoi c'est du rêve? Parce que ce régime a 6000 ans d'âge, enfin pas le régime, mais le régime, non, il a des années 80. Mais, ce pays immense, extrêmement ancien, extrêmement fier, extrêmement nationaliste, qui a eu une guerre de 8 ans contre l'Irak à la demande des États-Unis, qu'ils ont gagné, qui n'est pas un régime des mollahs, contrairement à ce qu'on pense et qu'on dit, mais qui est un régime des Pasdaran, puisque les Pasdaran tiennent tout le commerce, ils tiennent toute l'armée. Ce sont eux qui organisent le marché noir, ce sont eux qui se font qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Donc, ils ont une couverture, je dirais, religieuse et diplomatique avec les mollahs, mais les vrais patrons, c'est les Pasdaran. Donc, tout ça, c'est extrêmement solide. Le pays a 90 millions d'habitants. La ville de Téhéran a 15 millions d'habitants. Ils ont les 40 000 missiles qui sont disséminés de partout sur tout le territoire. Ils ont les constructions des missiles qui sont faites en sous-sol, dans des usines qui sont en sous-sol. Comment on peut espérer dire qu'on va flanquer ce pays par terre en 15 jours? Il faut vraiment, je dirais, être ou occidental ou mangé par la propagande sioniste ou stupide pour penser ça. Par contre, je pense que le régime israélien, si on regarde, lui, il est véritablement en danger. Alors, la carrière politique de Netanyahou, parce que le régime, l'État israélien n'est pas en danger. C'est la carrière politique de Netanyahou qui est en danger. C'est l'État israélien qui est en danger. Regardez ce qui se passe sur le plan international. Regardez, il est recherché par le tribunal pénal international. C'est vrai. Pays est en ruine économiquement. Tous les sites importants ont été touchés. Absolument. On aurait encore des heures à discuter évidemment de cette situation au Proche-Orient. Merci beaucoup François Martin, géopolitologue, auteur de l'Ukraine, un basculement du monde, d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, retrouvez Brigitte Lahaie pour parler de comment bien vieillir dans sa sexualité quand on est un homme. Est-ce qu'il faut apprendre à faire l'amour autrement et comment plutôt que la guerre, Voilà. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.